Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Konségéla dans la région de Koutiala et partout au Mali. Bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, une présentation de Salimata Dao et Bourama Traoré. Voici les titres. Respect du service minimum dans les hôpitaux de Bamako malgré la grève. Le ministre de la Santé en a fait le constat à l'occasion d'une visite inopinée. La prise en charge des urgences et des maladies chroniques est effective dans les structures visitées. Le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire se concertent à Sikasso. Les trois pays réfléchissent sur la dynamisation de leur coopération transfrontalière. Un programme est financé par la coopération suisse. La chronique judiciaire de ce jeudi s'intéresse à la détention. Elle est prise à l'encontre d'une personne suite à une plainte. Bemba Sibi nous donne les précisions sur cette procédure judiciaire. Sport, basketball, l'actualité reste dominée par l'Afro-Basket Senior Dame Rwanda 2023. Le Mali joue en demi-finale ce soir contre le Sénégal. Et le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Le nouveau bureau de coordination du Gatia aux côtés des autorités de la transition pour promouvoir la paix et la sécurité au Mali. Les membres de l'instance dirigeante étaient hier chez le ministre en charge de la réconciliation nationale. Une démarche appréciée par le colonel Ismaël Ouagé qui voit en cela un souci partagé, celui de sortir notre pays de l'insécurité. Mamadou Fane était présent pour Mali Actualité. Le renforcement de la paix et la réconciliation nationale, une préoccupation des partis signataires de l'accord de paix issu du processus d'Alger. La coordination du Gatia l'a réaffirmé avec le ministre de la Réconciliation nationale, Youssouf Ag Mohamed, secrétaire général du Gatia. Il s'agissait pour nous, en tant que nouveau bureau du Gatia, qui a été mis en place récemment, on a effectivement renouvelé au ministre tout l'engagement, toute la détermination, n'est-ce pas, du groupe d'autodéfense Touareg Imrad et alliés pour l'accompagnement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Déterminé, engagé à accompagner le gouvernement et avec tous les autres acteurs pour que la paix soit définitive chez nous au Mali et à appliquer intégralement l'accord pour la paix et la réconciliation. Cette démarche du Gatia a été saluée par le ministre de la Réconciliation nationale qui constitue selon son département un gage de confiance retrouvé entre tous les acteurs du processus. Colonel-major Abdoulaye Ibrahim Traoré, haut fonctionnaire de défense au ministère de la Réconciliation nationale. C'est vrai que le processus, c'était un moment reconnu certains problèmes, mais grâce à l'expertise du ministre et puis à la bonne explication et à l'état d'esprit des éléments de Gatia, le ministre a donné l'assurance qu'ils auront l'accompagnement du gouvernement et pour qu'enfin, sur le terrain, le processus, l'accord de paix puisse s'appliquer et s'appliquer de bonne manière. Le ministre a appelé les uns et les autres à un dialogue franc et constructif et surtout à mettre le Mali au-dessus de tous. La santé observe depuis quelques jours un arrêt de travail. Si la grève est un droit reconnu au Mali, en la matière, le service minimum doit être observé. Hier, le ministre de la Santé et du Développement social a effectué une visite inopinée dans certains centres de santé de Bamako pour s'assurer du respect de cette disposition réglementaire. Le médecin colonel Assa Badialo Touré a constaté l'effectivité des services, notamment la prise en charge des urgences et les maladies chroniques, sur les pas du ministre en charge de la Santé, Jules Sambou Sissoko. La pluie matinale de ce mercredi 3 août n'entame en rien le programme de visite et la détermination de Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin colonel Assa Badialo Touré, pour s'enquérir des conditions de travail du personnel des structures de santé. À 7h25, elle est arrivée au bureau des entrées du CSRF de la commune 3, PMI centrale, où le médecin colonel a échangé brièvement avec des agents de guichet et usagers. Ensuite, elle fait le tour des différents pavillons de la structure. Des médecins et des internes de garde assurent le service avant la relève comme prévu. Dr Babakoune, point focal banque de sang au CSRF de la commune 3. La banque de sang est un peu érétoire. Il y a certains examens qu'on ne fait pas lors du service minimum.
Dr Albachar Amidou, médecin-chef du CSRF de la commune 3. Le service minimum est assuré à tous les niveaux, même s'il y a quelques difficultés dues à la grève. On va faire tout pour que la population soit satisfaite. Cette visite inopinée est opportune à tout point de vue, selon Madame le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assaba Diallo Touré. Le travail commence à 7h30 et malgré la pluie, on doit venir au travail. Donc on était juste venu pour voir comment sont les travailleurs, l'effectivité des services de garde. Cette visite était déjà programmée et on en a profité aussi pour voir l'effectivité du service minimum, pour voir si les patients sont satisfaits, pour voir s'il n'y a pas de problème au niveau de l'AMO ou des autres services. Et apparemment, tout va bien. Le passage du médecin-colonel à la maternité a coïncidé à la naissance d'un garçon dont on s'en réjouit. Même démarche de Madame le ministre de la Santé au CSRF de la commune 1 où le service minimum est assuré. Dr Diakari Diakouré, médecin-chef du CSRF de la commune 1. Le service minimum est vraiment assuré et toutes les unités fonctionnent. Nous n'avons pas enregistré de problèmes majeurs dans la prise en charge des cas, notamment d'urgence. La visite a permis d'énumérer des préoccupations en vue d'y apporter des solutions pragmatiques et réalistes pour un fonctionnement optimal du secteur de la santé. Nous restons dans le même registre pour parler de la remise de 100 motos au district sanitaire des régions de Dieula, Koulikoro et Nara d'un coût de 97 millions de francs CFA. Les engins sont financés par la Banque mondiale à travers le projet Redis 3. Un geste qui tombe au bon moment car les structures bénéficiaires sont engagées dans la mise en œuvre de la stratégie avancée et des activités de surveillance épidémiologique. À ligne de Koulikoro, les explications de Ousmane Kouita. 100 motos tout-terrain destinées à autant de SESCOM au niveau des 10 districts sanitaires des régions de Dioula, Koulikoro et de Nara. C'est le don que vient de faire le projet RDC 3 pour l'amélioration du plateau sanitaire aux régions respectives. Un geste qui répond à certaines préoccupations des directions régionales de la santé bénéficiaires du projet. Dr Nazim Oura Diallo, directrice régionale de la santé et de l'hygiène publique de Koulikoro. Un geste qui nous va droit au cœur. Et nous comptons beaucoup sur le projet et d'autres partenaires pour appuyer davantage les SESCOM et les CCRF de la région de Koulikoro. Parce qu'on sait que si aujourd'hui il y a un besoin, c'est vraiment le besoin en moyens logistiques. Parce que sans moyens logistiques, c'est impossible de faire certaines activités par rapport à la santé communautaire. Suleiman Ngouale, porte-parole des bénéficiaires. Nous sommes très contents pour ce geste combien important pour nos SESCOM. Pour qui connaît les brousses, ces motos vont nous permettre d'atteindre rapidement nos malades qui sont si loin de nous. Nous allons faire bon usage de ces engins. Financé par la Banque mondiale, le projet RDC 3 a une enveloppe de plus de 97 millions de francs CFA. Il s'inscrit dans le cadre du système de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, phase 3, RDC 3, et de celui du projet d'intervention d'urgence Covid-19 au Mali. Dr Draman Dabassanoko, assistant en suivi et évaluation au projet RDC 3. Je suis très heureux de voir que les motos que le projet a pu procurer à la région répondent à un besoin réel, parce que c'est réellement un besoin qui a été couvert. À travers les différentes interventions, on a vu que le besoin était là et on est très fiers d'avoir pu combler ces besoins. Colonel Lamidika Porissanoko, gouverneur de la région de Koulikoro. Ces engins ainsi mis à notre disposition d'une valeur théorique de 97 250 000 francs CFA contribueront, à n'en pas douter, à améliorer les services de santé aux populations du Mali et de la région sanitaire de Koulikoro. J'en appelle à la responsabilité des médecins-chefs et des présidents des ASACO bénéficiaires quant à leur utilisation judicieuse pour l'atteinte des objectifs de développement durable en 2030. Notons que le projet RDC 3 avait déjà apporté un appui conséquent au système de santé du Mali à travers la dotation en logistique, en renforcement de compétences et en équipement de laboratoires. Koulikoro Sanoukwita Salfoumaïga pour l'ORTM. De la deuxième région, mettons le cap sur la troisième. Dans la cité verte, on se concerte sur la coopération transfrontalière entre le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Les responsables des commissions nationales des frontières des trois pays réfléchissent à la mise en œuvre d'actions concrètes de développement pour le grand bonheur des peuples respectifs. L'activité entre dans le cadre de la deuxième phase du programme de coopération transfrontalière locale financé par la coopération suisse. De Sikasso, Moustapha Doumbia nous en parle.
L'objectif de cette concertation est de renforcer la collaboration entre l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso et les structures nationales en charge des frontières du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. Les objectifs visés sont entre autres permettre une intégration des communautés vivant de part et d'autre la frontière commune, assurer la promotion et la réalisation des projets d'initiatives transfrontalières, permettre la définition des cadres juridiques et de gouvernance des actions transfrontalières. La rencontre doit amender le contenu du plan stratégique 2024-2028 de l'Union. Elle élabore et signe la feuille de route pour la mise en œuvre de la collaboration entre l'Union transfrontalière et les structures en charge des frontières. La démarche s'inscrit dans le cadre du programme de coopération transfrontalière locale, phase 2. Siama Bamba, président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo. Dans le cadre de la nouvelle phase du programme de coopération transfrontalière locale, phase 2, financé par la coopération SUS, l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo doit assurer la maîtrise d'ouvrage délégué des dits appuis et investissements en vue de mieux se familiariser avec les outils. Les services techniques et les autorités maliennes accordent une importance particulière à la coopération transfrontalière. Ladji Sogoba, directeur national des frontières du Mali. Ensemble, nous allons être en phase avec cette fêtière si nous parvenons encore à renforcer le cadre de collaboration, un cadre juridique nous permettant de clarifier les relations entre les surtout chargé des questions de frontières et la fêtière. Bernard Koulibaly, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Sikasso. Il importe de saluer la tenue de cette rencontre qui conforte les politiques et stratégies respectives de nos trois États qui sont liés dans leurs relations de coopération frontalière avec des accords cadres de coopération transfrontalière dont la vocation est de soutenir et d'accompagner les initiatives de coopération transfrontalière des collectivités frontalières. La concertation de 2 jours regroupe les responsables des commissions nationales des frontières, l'équipe de l'unité de gestion des programmes de l'UEMOA et les élus des collectivités frontalières de l'espace Escabo, Sikasso, Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba pour l'ORTM. Sur la scène internationale au Niger, ce 3 août, le pays célèbre le 63e anniversaire de son indépendance. Mais cette année, pas de défilé militaire. Dans la capitale, des milliers de personnes, essentiellement des hommes et des jeunes, se sont rassemblés ce matin à la place de la concertation pour 2 heures de meeting. Beaucoup de slogans contre la CEDEAO et la présence militaire française ont été entendus. Concernant l'intérieur du pays, à Agadez, des centaines de personnes sont également sorties en soutien aux nouvelles autorités. En Côte d'Ivoire, au lendemain du décès de l'ancien président Henri Konaté Dié, le président de la République Alassane Ouattara a décrété un deuil national de 10 jours. De son côté, le PDCI a une nouvelle fois réuni ses cadres pour évoquer l'organisation des funérailles de son ancien leader et l'avenir du parti. Les statuts du parti indiquent que le président par intérim peut rester à la tête au maximum 6 mois. Le Sphinx de Daougou, qui a dirigé le parti pendant 29 ans, n'avait pas désigné clairement de dauphin politique. Au Sénégal, la classe politique condamne unanimement l'attaque d'un bus au cocktail Molotov à Dakar. Cette attaque a fait 2 morts et 5 blessés, dont 2 graves. Un acte terroriste selon le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur le lieu du drame. Une attaque sans précédent qui a fait réagir les acteurs politiques. Ils ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Idrissa Seck, un opposant, a condamné fermement cet acte ignoble qui ne doit pas rester impuni. Il y a de notre devoir de ne pas laisser une spirale infernale s'installer, a déclaré Thierno Alassane Sall, ancien ministre du président Macky Sall et depuis député non aligné. Cet acte odieux est symptomatique de la banalisation de la violence gratuite et de l'irrespect de la vie humaine, a commenté l'opposant Khalifa Sall, ancien maire de Dakar. En Ouganda, au moins 20 morts dans un naufrage
Un bateau de transport de marchandises a chaviré hier sur le lac Victoria, dans le sud du pays, a annoncé la police, selon laquelle l'accident a été causé par une surcharge et le mauvais temps. 9 passagers sur les 34 que contiendrait l'embarcation ont été secourus et des opérations se poursuivent pour rechercher d'éventuels survivants. Les accidents de bateaux sont fréquents en Ouganda. En novembre 2018, au moins 32 personnes étaient mortes dans le naufrage d'un bateau sur le lac Victoria. En septembre de la même année, plus de 200 personnes ont perdu la vie. Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h14 à Bamako. Sport, basketball, l'actualité reste dominée par l'Afro-Basket Senior Dames Rwanda 2023. Le Mali joue en demi-finale ce soir contre le Sénégal. On parlera également de handball avec la 6e journée du championnat national. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Abdul Karim Kabar. Afro-Basket Senior Dame Rwanda 2023, les Aigles du Mali affrontent les Sénégalaises ce soir en demi-finale. Maliennes et Sénégalaises se retrouvent après leur victoire en quart de finale. Elles ont battu respectivement hier la Guinée 96-40 et le Cameroun 80-77. Mali-Sénégal au compte des demi-finales de l'Afro-Basket Rwanda 2023, c'est à partir de 19h GMT. L'autre demi-finale opposera les pays hôtes, le Rwanda et le Nigeria. Toujours en basketball, sur le plan local, certaines rencontres de la 14e journée du championnat national de première division ont été jouées hier. Au Palais des Sports Salamatou Maïga, en homme, Djoliba AC a battu l'AS Mandé de la commune 4, 71-69. Chez les dames, le Djoliba AC a dominé l'AS commune 6, 76-54. Le programme prévoit cet après-midi à Kaya. Les Sigui jouera contre le Stade malien de Bamako. Ici à Bamako, l'AS Real affrontera l'AS Police et Atar Club de Kidal sera opposé à l'USFAS. En dames, le centre Salamatou Maïga d'Ekaï accueille le stade malien de Bamako et l'AS Real en découdra avec l'AS Police. Handball à présent, la 6e journée du championnat national se poursuit dans la salle Abdallah Mahman Haidara du stade du 26 mars de Yirimadio. La 6e et dernière journée des matchs de groupe se joue cet après-midi. Dans le groupe B, le Buton de Ségou affronte l'AS Mandé. Le Debo Club de Mopti rencontre les Sigui de Kaye. L'USFAS sera opposé au Bombara AC de Kati. Déjà hier, en homme, l'USFAS a battu le Sigui de Kaye par le score de 43-23. Le Buton de Ségou a gagné 21-19 face au Debo Club de Mopti. L'AS Mandé de la commune 4 a été battu par le Bombara AC de Kati 27-35. En dame, l'USFAS est venu à bout du centre Omnisport de Missabougou 31-30. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les postes en matière de handball. La répartition des joueurs ou joueuses sur le terrain n'est pourtant pas un fait du hasard. Loin de là, elle définit des postes qui ont chacun des caractéristiques bien particulières. Isaac Tienou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. 40 mètres de long, 20 mètres de large, un terrain de handball offre suffisamment d'espace pour que deux équipes de 7 joueurs s'opposent pendant 60 minutes. La composition d'une équipe est précise. Amadou Maïga, entraîneur de handball. Le handball est un sport collectif qui se joue à 7 sur le terrain avec les postes suivants. Un gardien de but, un demi-centre, 2 arrières, 2 ailiers, un ailier droit et un ailier gauche et un pivot. Le handball est un sport où les deux équipes peuvent aller et revenir dans chaque zone de jeu. On parle d'espace interpénétré. La répartition des joueurs sur le terrain n'est pourtant pas un hasard, loin de là. Elle définit des postes qui ont chacun des caractéristiques bien particulières. Amadou Maïga explique. Le gardien de but a pour rôle d'empêcher les tirs adverses d'entrer dans ses buts, de faire une relance rapide, la contre-attaque, et enfin de diriger sa défense. Le demi-centre est l'organisateur du jeu. Il en est le chef d'orchestre qui distribue les balles, commande les schémas tactiques de l'équipe. Les ailiers ont pour rôle, en attaque, d'occuper les ailes. Le pivot, c'est un joueur qui a pour rôle de jouer à l'intérieur de la défense adverse afin de les perturber et créer des espaces pour ses partenaires. Pour les personnes qui regardent un match pour la première fois, l'organisation des joueurs sur le terrain peut toutefois sembler désordonnée. Généralement, le gaucher à droite et le droitier à gauche. Afin de permettre les pénétrations, ils écartent le jeu afin d'étirer la défense adverse. Les arrières, là aussi nous avons arrière droit et arrière gauche, comme chez les ailiers,
arrière droit gaucher et arrière gauche droitier. Généralement, ce sont les artificiers de l'équipe. Du pivot peut changer selon le schéma tactique. Au final, que vous soyez petit, grand, fort ou mince, il y aura toujours une place pour vous sur un terrain de handball, à condition de maîtriser les règles de jeu. Chronique judiciaire. Ce générique annonce donc la chronique judiciaire. Elle s'intéresse ce jeudi à la détention. La semaine dernière, nous avions parlé de la plainte qui est le point de départ de la plupart des affaires judiciaires. Après son introduction, les unités de recherche peuvent mettre la personne en garde à vue pour des besoins d'enquête. Après la plainte, parlons aujourd'hui de la détention dans la chronique avec Bemba Sibi. En matière de justice, plusieurs formes de détention existent, de la garde à vue à la détention préventive ou encore la détention définitive. Ces différentes formes de détention sont utilisées au cours du processus judiciaire et cela à différents moments. Le premier niveau est la garde à vue qui est une détention provisoire pour permettre à la police ou à la gendarmerie de mener ses enquêtes. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur au tribunal de grande instance de la commune 1. Comme son nom l'indique, on te garde à vue. Ça, c'est les OPJ, les commissariats, les gendarmeries, les brigades d'investigation. Maintenant, la loi dit d'écouter les parties pendant 48 heures. S'il y a un blocage, vous appelez le procureur de la zone, vous donne son avis et vous donne 24 heures. Et ça, c'est la procédure normale. Mais au-delà, il faut libérer la personne. C'est une question de la loi. Maintenant, les détentions préventives, comme le nom l'indique, c'est préventif. C'est juste pour mener les enquêtes et après faire une transition directe à la structure que doivent juger. Ça, c'est au niveau du tribunal avec le contrôle du procureur. Il ne doit pas dépasser 2 semaines selon la loi. Ça n'a pas duré, quoi. C'est préventif. C'est comme la garde à vue. Passé le délai de la garde à vue et de la détention préventive, on tombe dans la détention arbitraire, ce qui est une violation de la loi. Et le constat est que les cas de détention arbitraire sont fréquents. Quand vous partez dans les unités d'enquête aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison pendant 8 jours, 9 jours, 10 jours. C'est parce que les PV ne remontent pas. Il y a des mutations au niveau des parquets. Bon, ça, ce n'est pas normal. Et en plus de ça aussi, il faut que le procureur qui soit sur place, la loi donne l'obligation de faire des visites inopinées au niveau des commissariats pour voir qui est là, pourquoi et pour quelles circonstances. Une disposition qui permet au procureur de la République de s'assurer que dans sa juridiction, certains prévenus ne soient pas victimes de détention arbitraire. Mais dans certains cas, la détention provisoire peut aller au-delà de ce que prévoit la loi. Quand on va sur le cas des crimes par rapport au terrorisme, compte tenu de la situation du pays, ça va au-delà, 9 jours, ça va au-delà. Mais tout ça, il faut informer le procureur. Tout ce processus va aboutir à un procès. En la matière, tout prévenu doit comparaître libre. Dans la pratique, ce principe s'applique selon les cas, car certains prévenus comparaissent libres et d'autres non. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur au tribunal de grande instance de la commune 1. Quand le juge oriente, le substitut oriente, on envoie quelqu'un en prison, il le donne 2 ou 3 semaines. Il y a la comparaison immédiate, il y a la citation directe, et il y a d'autres volets. Il faut comparer devant le juge libre. Vous quittez la prison, vous venez. Il y a d'autres qui sont libérés. Parce que si l'affaire n'a pas trop d'enjeu, on vous poursuit non détenu. Mais le jour du procès, on dit le jugement de fond, et vous êtes convoqué ce jour-là. Bon, maintenant, quand vous êtes en prison aussi, au moment de la procédure, à n'importe quelle étape, le prévenu et son avocat ont le droit de demander une liberté. La liberté, c'est quoi? C'est de donner le temps de préparer leur procès. Et là aussi, c'est du droit. Bon, souvent, le juge peut refuser, souvent, on peut accorder la liberté, mais on vous oblige, si vous avez des garanties suffisantes, on peut vous libérer, mais vous êtes convoqué à comparaître devant le juge telle date pour le jugement de fond. Bon, si c'est au niveau du cabinet, ils vont choisir un jour, vous venez vous présenter et vous signez leur registre. Bon, souvent, même si c'est très grave à ce niveau, on vous interdit de sortir dans la zone même de tribunal ou bien la ville, ou bien on vous confisque vos documents de voyage. Pour comparer devant le juge, le plus important, c'est d'aller vers le jugement. Aller vers le jugement et être situé sur son sort, ce qui est une autre paire de manches, tant les dossiers s'empilent sur la table des magistrats qui sont au nombre de 501 pour l'ensemble du pays et parmi eux, 100 sont en détachement. Bourama Traoré, avant de mettre un terme à cette édition, cette annonce,
Le sinankuya, en langue nationale bamanakan ou cousinage à plaisanterie en français, est une invention de nos aïeux, scellée le plus souvent par un acte de sang. Le cousinage à plaisanterie sert à surmonter, voire surpasser les différends entre individus ou communautés, avec comme ultime objectif faciliter la cohabitation. Quels acquis et perspectives pour le sinankuya dans la résolution des conflits interpersonnels ou intracommunautaires au Mali et en Afrique de l'Ouest? Le débat, le Malikoura, évoque le sujet avec comme principaux invités Debré Makane, les membres de l'Association pour la promotion du sinankuya et celle des diplômés en sciences de l'éducation du Mali. Le débat sur le cousinage à plaisanterie, c'est sur Radio Mali, ce jeudi à partir de 22h50 en lieu et place de l'émission Tolongulile. Voilà. Donc, on s'arrête là pour cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Marcel Tessougé qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait au Malette Bintou Traoré. Merci à Ousmane Dao qui nous a aidé à la préparer. C'était au micro Salimata Dao. Et excuse-moi, Bourama Traoré. Et voilà, restez connectés sur votre radio nationale. Les programmes continuent. Dans un instant, Kani Keita s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Bonne écoute radiophonique.